Alors, j'ai mis en 5 ou 6 questions fréquentes qu'on se fait très souvent poser. Et je pense que les réponses qu'on a préparées pour vous vont permettre d'aller un petit peu plus loin que le technique, mais aussi dans la vision des véhicules électriques et comment on peut saisir l'accueil des autos électriques, non pas comme un problème ou un sujet qui est plate à discuter à toutes les CA, mais plutôt comme une opportunité pour revaloriser votre immeuble de condo. Donc, une des premières questions qu'on se fait très souvent poser, pas pour te contredire du tout, Thierry, je vais clarifier ce qu'on veut dire par est-ce qu'on peut utiliser une prise électrique existante dans les aires communes? Donc, ce qu'on veut dire par prise électrique existante, c'est que dans vos propriétés, il y a des prises qui sont en place pour l'utilisation pour le service, donc pour la balayeuse, pour une machine à pression. Ces prises-là ne peuvent pas être utilisées pour la recharge d'un véhicule électrique. Donc, non, on ne peut pas les utiliser parce que l'appareillage de recharge d'un véhicule électrique doit être alimenté par une dérivation distincte qui n'alimente aucune autre charge à l'exception des appareillages de ventilation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les prises qui existent dans vos propriétés, sur un même circuit, il y a plusieurs prises de raccordés. Alors, si on était pour brancher 2 voitures en même temps, le disjoncteur sauterait. Ce n'est pas légal d'utiliser ces prises-là. Alors, je prends la peine de vous le dire parce que c'est important que tout le monde le sache. J'en ai vu de toutes les couleurs dans le passé avec ça. Est-ce que le syndicat de copropriété peut revendre l'électricité consommée par les véhicules électriques? Question délicate. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le circuit électrique au niveau de la facturation de l'énergie consommée pour la recharge d'un véhicule électrique. Donc, le circuit électrique, c'est les bandes bleues. Je pense qu'on en a une juste en arrière, à l'aile des sœurs. 5 minutes, c'est beau. Donc, le circuit électrique fonctionne à la minute. Donc, il ne recharge pas l'énergie facturée, mais la minute que l'utilisateur utilise le stationnement et donc la borne de recharge. La raison sous-jacente à ça, c'est que même le circuit électrique ne peut pas revendre d'électricité à profit. Donc, au Québec, il est interdit de revendre, de louer, de prêter, d'échanger ou de donner l'électricité fournie par Hydro-Québec. Donc, il faut être très vigilant quand on est un syndicat de copropriété et qu'on veut voir comment on va refacturer ou redistribuer les coûts en énergie. Il faut se conformer à ce que la Régie de l'énergie nous dit parce que les pénalités sont très salées. Puis c'est là où il faut travailler avec des partenaires qui connaissent la façon, pas de contourner, mais de jouer avec les lois en vigueur pour s'y conformer. Combien coûte l'installation d'une borne de recharge? Donc, j'avais fait une promesse tenue. Alors, on a fait un petit échantillon sur plus de 100 installations en condo. La moyenne au niveau du coût, donc ceci inclut les matériaux, le temps de main-d'œuvre, la demande de permis. En fonction de la solution, on parle d'environ 3 000 $, au minimum 2 000 $ et au maximum 6 000 $. Ça n'inclut pas la borne et ça n'inclut pas la subvention de 600 $. Donc, 3 000 $, 3 500 $, c'est peut-être là que tout inclut qu'une installation va vous coûter et ça donne quand même une bonne idée du coût d'une installation en copropriété, ce qui va faire varier, bien sûr, la solution de recharge exigée. Je dirais que les solutions A et B sont beaucoup moins dispendieuses, tandis que C peut revenir plus cher. Et aussi, la distance entre la chambre électrique et le stationnement. Bon. L'avènement des véhicules électriques, c'est pour quand? En 2011, on a commencé à avoir des véhicules électriques au Québec. Aujourd'hui, en 2018, on en a 25 000. Croissance intéressante. D'ici la fin de 2020, le gouvernement a fixé comme cible d'avoir 100 000 véhicules électriques sur nos routes. Et d'ici la fin de 2026, la cible fixée par le gouvernement du Québec est d'en avoir pas moins de 300 000. C'est donc dire que de plus en plus de gens vont s'intéresser et vont avoir des demandes en copropriété pour avoir accès à une borne de recharge dans leur stationnement dédié. En ce moment, dans le tout électrique, dans le véhicule haut de gamme, on parle presque seulement que de Tesla. On parle de Elon Musk, le PDG,
partout dans les médias qui lancent des fusées avec des Tesla à bord. On parle dans le Wall Street Journal que Tesla est en faillite. Et le lendemain, on parle que Tesla va très bien. Donc, Tesla fait beaucoup les manchettes en ce moment parce qu'ils sont en train de chambouler une industrie qui était vieillissante, qui a plus de 100 ans et qui fonctionne de la même façon depuis plus de 100 ans. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est en train de changer. Les manufacturiers automobiles traditionnels, comme on les connaît, donc les Volvo de ce monde, on dit, à partir de 2019, on ne fait que des véhicules électriques. Nissan fait le véhicule électrique le plus vendu au monde, qui est la Nissan Leaf, et Chevrolet, la Chevrolet Bolt, qui a plus de 400 km, qu'on peut avoir au Québec pour moins de 40 000 $. Et les autres gros manufacturiers traditionnels sont en train de répondre pour concurrencer Tesla. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que d'ici 2022, on va atteindre la parité au niveau du coût des véhicules électriques par rapport à son équivalent à essence. Donc, si on veut une Chevrolet sous-compact à essence en 2022, on va payer un prix similaire à une sous-compact tout électrique en 2022. Je vais revenir pourquoi je fais une petite aparté sur le coût de possession, puis ça va aller sur comment on va financer les infrastructures de recharge en copropriété. Parce que dans certains cas, la chambre électrique va être trop petite. Donc, si on atteint un certain taux de pénétration de 30-40 % dans une copropriété, notre chambre électrique va être trop petite. Exemple d'un croquis d'une tour dont je ne nommerai pas l'île des Sœurs. Le rectangle gris, c'est un exemple de chambre électrique. Comme je le disais, quand on atteint un certain taux de pénétration, plus de place dans la chambre électrique, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas bâtir un autre étage pour faire une autre chambre électrique. Comment on va adresser ce problème-là? Ce que je commence à voir, puis ce que j'ai eu d'excellentes discussions à Toronto où le problème est très, très flagrant, c'est qu'il y a une opportunité de racheter un stationnement à un copropriétaire qui serait à proximité de la chambre électrique. Donc, d'investir une somme juste pour dédommager le copropriétaire, quitte à le relocaliser, et de faire un agrandissement de chambre électrique afin d'accueillir les équipements de recharge. Je vous entends déjà vous dire, oui, mais comment on va payer pour ça? Alors, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, il y a plusieurs façons de voir comment on pourrait justement payer pour cet accroissement-là au niveau de la chambre électrique. Pourquoi je parlais de parité au niveau du coût des véhicules électriques? Petit calcul rapide, si on fait 15 000 km par année, qu'on se promène en voiture électrique, on se projette en 2022, mon auto électrique m'a coûté le même prix qu'une auto à essence, bien, mon coût en énergie va être de 302 $. Si j'ai une voiture équivalente à combustion, ça va me coûter, si le litre est encore à 1,40 $, ce que je douterais, 1 600 $ pour une économie annuelle en énergie de 1 300 $. Donc, en 2022, on peut avoir comme hypothèse qu'un propriétaire de véhicule électrique va avoir 1 300 $ de plus dans ses poches pour peut-être investir dans des infrastructures afin de pouvoir se recharger à son domicile. Donc, c'est une façon un peu simple de démontrer que plus le problème va être grandissant au niveau de l'accès à la recharge en condo, mais plus il y a des gens dans votre copropriété qui vont être prêts à débourser des sommes importantes pour continuer d'avoir accès justement à une borne de recharge. Une façon qu'on le voit, nous, chez RVE, pour financer les infrastructures qui vont être à dépenser par un syndicat, un peu comme l'a fait le Club Marin, c'est de développer un fonds de prévoyance pour véhicules électriques, donc un fonds distinct qui peut être financé de deux façons. Donc, dans un premier temps, au raccordement d'une borne de recharge, il pourrait y avoir une cotisation initiale de 500 ou 1 000 $ afin de mettre de l'argent dans ce fonds-là qui va servir à d'éventuelles dépenses, ou encore une cotisation annuelle de 100 ou 200 $ par propriétaire avec véhicule électrique, parce qu'on se rappelle, en 2022, ils vont sauver déjà 1 300 $ par année. Et dernière question qui suscite souvent beaucoup de remous, c'est est-ce qu'un vote à double majorité est nécessaire? Je ne suis pas avocat, je ne me prétends pas avocat non plus, mais ce que je vois sur le terrain, c'est que ça va varier d'un syndicat à l'autre et il y a plusieurs prises de position en ce moment à ce niveau. Il n'y a pas de jurisprudence au Québec qui permet de trancher sur la question, alors c'est difficile de s'inspirer d'exemples concrets qui permettent de trancher à ce niveau-là.
De ce que je vois, dans la plupart des projets où on est impliqué, les syndicats, lorsqu'une solution A ou une solution B qui est adoptée, ils ne vont pas aller vers la double majorité. Une des raisons étant qu'il n'y a pas de frais qui sont couverts par le syndicat. Donc, tous les frais sont couverts par les copropriétaires qui veulent des véhicules électriques. Donc, c'est une notion qui est très importante à comprendre. Deuxièmement, si on a un fonds de prévoyance pour véhicules électriques qui est mis en place, on va s'assurer que les dépenses possibles et éventuelles soient couvertes seulement par ceux qui veulent des véhicules électriques et non ceux qui n'en veulent pas. Tandis que pour la solution C, là, je verrais difficilement comment on pourrait éviter le vote à double majorité dans ce contexte-là. Quoique, il y a un débat, je pense, qui est en cours en ce moment à dire, bien, si les véhicules électriques, c'est pour rester, et qu'on a un immeuble qui n'a pas de possibilité d'avoir de bornes de recharge, bien, notre immeuble, elle va perdre de la valeur. Donc, l'installation d'infrastructures de recharge, c'est-tu vraiment une amélioration locative ou c'est simplement une mise à niveau? Puis là, ça va impacter de la façon de voir le problème. Donc, puis il y a aussi quelques enjeux au niveau de la valeur immobilière qui vont intéresser des acheteurs potentiels à si votre tour peut accueillir la recharge, être plus attrayante pour le marché de l'immobilier. Sur ce, merci à tous. Je laisse la parole à Mario.